dans le cas spécifique du projectile, ben, c'est un mouvement en deux dimensions. Notre projectile, on peut le placer à l'origine, puis on peut y attribuer une vitesse initiale. Donc, c'est souvent le cas, on va vous dire notre projectile est lancé à une certaine vitesse. Donc, j'aurais ici VI, le vecteur VI. Puis en général, on vous donne l'angle avec l'horizontale, mais ce n'est pas impossible qu'on vous définisse l'angle par rapport à la verticale. Il faut juste faire attention quand vous allez trouver vos composantes pour VI, faire attention avec votre cos puis votre sin, OK? Pour ne pas faire l'erreur de mettre automatiquement un cos en X puis un sin en Y. Ça dépend si l'angle est par rapport à l'axe des X ou par rapport à l'axe des Y. Bon, dans ce cas-ci, si l'angle est défini par rapport à l'axe des X, ben, nos composantes sont VI cos θ pour VIX, puis VI sin θ pour VIY. Donc, j'ai déjà, avec l'information de la grandeur de la vitesse puis son orientation, ou encore si on le donne en vecteur par composante, on peut trouver les quantités en X et en Y pour les vitesses initiales. Donc, vous le savez sûrement, la particularité, c'est que peu importe où on se trouve, l'accélération est définie comme moins 9,8 j mètres par seconde carré, puis mon AX est toujours nul. Ce qui veut dire que, bon, ben, on aura le temps là-dedans qui va relier notre position en X puis en Y, mais il est possible de trouver indépendamment la position en X et en Y pour un certain temps. Bien, forcément, on n'aura que VFX égale à VIX. Normalement, on aurait à rajouter plus AXT, mais AX vaut 0. Dans le cas d'un mouvement uniforme, l'accélération est nulle. Dans un mouvement uniforme, la variable de position augmente de façon linéaire. Puis c'est pas mal ça qu'on peut faire en X, en fait. Les autres équations vont nous ramener à ces deux-là. Okay? Donc, en X, on a vraiment un déplacement qui est constant. Donc, la vitesse ne change pas en X. C'est un mouvement de translation. En Y, par contre, il n'y a pas grand-chose qui change. On peut se permettre de remplacer notre AY par moins 9,8. Pour l'équation ici, j'ai remplacé A par moins 9,8, mais vu qu'on divise par 2, ça revient à moins 4,9. Donc celle-ci, j'ai remplacé encore une fois A par moins 9,8, mais vu qu'on fait un fois 2 dans l'équation, donc c'est 2A delta Y, mais j'ai un moins 19,6. Puis finalement, la dernière équation qui est la même auparavant, il n'y a pas de modification à faire dans ce cas-ci parce que l'accélération n'intervient pas dans l'équation. Donc quelques particularités là, dans le mouvement du projectile. Un point qui est vraiment important, c'est le sommet. Dans mon projectile, un mouvement de parabole, on passe toujours par un maximum. Donc, c'est le même principe qu'un mouvement de chute libre. Si je lance un objet, il va monter jusqu'à une hauteur maximale avant de redescendre. Donc, au moment où je suis à la hauteur maximale, bien, juste avant, j'avais une vitesse positive, puis juste après, une vitesse négative. Donc, c'est sûr que le point milieu, lui, doit faire le lien entre les deux. Donc, c'est le point où la vitesse est nulle. Donc, au sommet, la vitesse en Y est égale à 0. Puis, qu'est-ce que ça implique si la vitesse est égale à 0 en Y au sommet? C'est qu'à ce moment-là, la vitesse du projectile est égale strictement à la vitesse en X. Okay, étant donné que la vitesse c'est Vxi plus Vyj, ben, là, si j'ai ce terme-là qui vaut 0, ben, forcément, ma vitesse correspond à ma vitesse en X. Au sommet seulement. Le temps est toujours l'élément qui relie les deux séries d'équations. D'ailleurs, si je prends le temps et que je fais de l'algèbre, je peux arriver à trouver une équation qui décrit la trajectoire de ma particule. Okay, donc, l'idée, ce serait de substituer mon temps pour avoir une équation qui n'implique pas le temps. Donc, pour y arriver à ça, ce que je vais faire, c'est prendre l'équation suivante. Au lieu de prendre moins 9,8, j'ai mis moins g, là, parce que pour faire de l'algèbre, j'aime pas. J'aime pas utiliser des nombres, mais plus des lettres. Et j'ai aussi, donc ça c'est en Y, et en X. En X, il n'y a pas d'accélération. Donc la position finale est égale à la position initiale plus Vxt. Donc tantôt, je disais la variable commune, c'est le temps. Donc je peux très bien me permettre de substituer le temps dans une équation et dans l'autre. Donc le plus simple ici, c'est de prendre le temps sur l'équation en X, puis de s'en servir dans l'équation en Y. Donc moi, je prends l'équation en Y, puis au lieu d'écrire T, je vais écrire XF moins XI sur Vx.
Donc, on aurait ça en général. Si notre angle de lancée est défini avec un angle par rapport à l'axe des X, bien, on peut changer VI Y et Vx par VI sin θ ou VI cos θ. Donc, j'ai deux termes qui vont s'annuler ici. Puis on sait que sin sur cos, c'est tangente. Donc, cette équation-là est très générale. Si on définit la position initiale comme étant l'origine, la position 0, puis xf comme étant x, la position finale x, bien, vous voyez apparaître une fonction qui est parabolique, qui est du même genre que y est égal à c plus bx plus ax carré. Une parabole, une peu parabole comme vous avez vu en mathématiques. Mais ici, les constantes a, b, c dépendent du problème. Donc, si yi est égal à yf égal à 0, par exemple. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que on peut s'imaginer que l'objet part d'ici, il arrive là. On aurait une parabole, mais on aurait un yi qui est égal à yf. Donc, dans cette condition-là, on peut calculer ce qu'on appelle la portée. Donc, la portée, on la nomme r. C'est comme ça. OK? R, la portée. Puis ça nous donne finalement la distance qui sera parcourue en x pour un projectile si son point d'arrivée en hauteur est le même que son point de départ. Si y est égal à yf, on va retrouver cette expression-là. On peut faire des simplifications comme x et le carré ici. On peut mettre le terme négatif de l'autre côté. Donc, ce qui me reste à faire présentement, c'est isoler x. Donc, si j'isole x, ce que je vais trouver, en fait, c'est r. Hein, parce que la valeur de x ici correspond à la valeur de r, la portée. Donc, si j'isole mon x, puis que je fais quelques manipulations trigonométriques, parce qu'on sait que cos carré fois tan, ça peut s'écrire comme cos carré fois sin sur cos. Et j'ai une belle simplification avec mes cos ici. Donc, il va me rester un sin fois cos. On s'approche. Sin fois cos, vous pouvez aller voir les propriétés des fonctions trigonométriques. On peut remplacer sin fois cos par sin de 2θ. Et voilà l'équation pour calculer la portée d'un projectile. Puis, on peut prouver que la portée est maximale si l'angle de départ pour la vitesse est de 45 degrés. Ici, j'ai un projectile, numérique peut-être, là, mais on a quand même l'avantage de pouvoir visualiser les vecteurs vitesse et accélération. Donc là, c'est sûr que je pourrais aussi ne rien afficher, mais je vais aller avec une accélération qui est un petit peu moins intense que moins 9.8. Ça va me donner un petit peu plus de chance de voir le mouvement qui est parabolique. Donc si je lance l'objet, donc je vais avoir mon mouvement de projectile. Je peux avoir la trace. Donc la trace, ça me permet de voir par où l'objet va passer. Donc on a une belle parabole comme ça. Bon, comme je disais, l'accélération, que ce soit moins 9.8 ou moins 4.1, ça ne change rien, là. Si je lance l'objet, pendant tout le trajet, l'accélération est toujours vers le bas. Okay? C'est l'accélération gravitationnelle. En X, j'ai aucune accélération. Puis si vous remarquez, si je lance, bon, c'est peut-être pas évident, mais la vitesse en X est toujours la même. Donc j'ai vraiment une translation de droite à gauche. Puis, en Y, j'ai un mouvement de chute libre. Donc l'objet monte puis redescend. Donc c'est la superposition de ces deux mouvements-là, une chute libre en Y et une translation en X qui fait en sorte que j'ai un mouvement de projectile. Donc pour bien visualiser, je vais afficher la vitesse. Donc la vitesse ici, il me semble que je peux la changer. Donc je peux changer l'orientation, le module et l'orientation de la vitesse. OK, je lance. OK, donc on voit que la vitesse, le vecteur vitesse est toujours tangent à ma trajectoire. Mais si on affiche les composantes du vecteur vitesse, on se rend compte que, je vais lancer là. En fait, qu'est-ce qui change? C'est la composante Y. On se rend vraiment compte ici que la composante en X est effectivement toujours constante.
C'est la composante en Y qui fait en sorte que l'orientation de la vitesse va changer. Puis, je vais juste vous faire remarquer une chose. Ici, ou à peu près, là. Moi, je peux jouer avec le temps un petit peu. Quand je suis au sommet de ma trajectoire, bien, comme j'avais dit là, tantôt, bien, ce qui est particulier, c'est que la composante en Y est nulle. Si vous regardez les vecteurs vitesse, hein, la vitesse correspond exactement à la vitesse en X. Donc, c'est à ce point-là, c'est le seul point où la vitesse correspond exactement à Vx, parce que Vy est nul.